ses idées, ses conceptions, sa vision de l'histoire, etc. Donc, bon, je vais tu sais, on est moins amusé que vous et moins... on est encore plus intimidé aussi quand il est venu te voir, parce que après c'est aussi pareil, c'est ton truc. Non, c'est secret ça. Bon. Alors, je vais quand même essayer de prendre cette suite difficile. Bon, alors, merci Hervé de rendre hommage au travail qu'on a fait, mais qu'on a fait avec vous, avec tellement de plaisir. Je vois, il y a Denis Rioux qui est assis là en face de moi et qui a participé à ce cahier spécial. Et voilà, et en fait, ça a été très très agréable de réaliser ce numéro parce que l'idée était en effet de solliciter, disons, entre guillemets, des auteurs art presse, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire des historiens d'art, il y a aussi Gilles Berguin, il y a des anthropologues, et puis de jeunes critiques d'art aussi. Donc en fait, c'était l'idée de faire intervenir les signatures plus ou moins habituelles d'art presse sur cette question des arts modestes. Et la collaboration de chacune des personnes, ça a été, d'abord, tout le monde a accepté très, très spontanément de participer, et donc on a recueilli, nous aussi on recueille, nous aussi on assemble des textes, je disais des textes de savants sur l'art modeste, mais des textes formidables, très, très aussi faciles et agréables à lire. Et bon, comme on m'a demandé de participer à cette soirée, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux dire à propos des arts modestes? Et j'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, mais c'est plutôt, je vais poser la question d'une façon très personnelle, comment se fait-il qu'après 45 ans d'art presse, je me retrouve à être l'éditrice d'un cahier sur les arts modestes? Et comment j'ai commencé à réfléchir à ce que pouvait avoir été le parcours d'art presse, bien sûr, donc plus ou moins mon parcours à moi, mais en tant qu'illustrant, je ne veux pas tout ramener non plus à art presse et à ma propre personne, mais comme illustrant en fait ce qu'a pu être l'évolution des idées d'une certaine génération à laquelle j'appartiens. Donc en fait, c'est quelques repères comme ça que j'ai notés avant de venir et que je vais vous proposer pour expliquer le fait que d'abord aussi la Maison Rouge ici, qui certes est un lieu extrêmement ouvert dans sa programmation, mais qui est quand même perçu comme un lieu d'art contemporain, qu'une revue d'art contemporain comme Art Presse s'intéresse donc aux arts modestes. Qu'est-ce qui a fait que tout ça est arrivé? En fait, ce que j'aimerais, si j'avais participé à ce numéro, mais c'est trop tard, peut-être que j'aurais, parallèlement à ce qu'a pu écrire d'ailleurs Denis Rioux, cherché à faire émerger la montée de cette notion d'art modeste dans l'histoire de l'art contemporain. Voilà. Et donc j'ai cherché un peu ce qui étaient les repères pour une génération finalement qui a été, je pense, la dernière génération témoin des avant-gardes pures et dures. Dans le champ de l'art contemporain, les avant-gardes, ce que j'appelle les avant-gardes pures et dures, c'est l'art conceptuel, le minimalisme, l'arte povera. Ça, c'était les dernières avant-gardes à la fin des années 60, au début des années 70, ont été les dernières manifestations véritablement avant-gardistes. Et nous qui avons commencé à publier, travailler, créer pour certains dans cette période-là, nous avons été donc les derniers témoins de ces avant-gardes. Et en fait, peut-être que moi, par exemple, j'ai été à une époque la grande spécialiste en France de l'art conceptuel. J'ai écrit beaucoup de textes sur l'art conceptuel. Mais je n'ai pas participé à l'émergence véritablement de l'art conceptuel. C'est pas sorti de moi ou des gens de ma génération. C'était déjà une génération un petit peu plus âgée. Et donc, témoin de ces avant-gardes, et sans être véritablement partie prenante, je veux dire acteur de ces avant-gardes, je pense qu'on était dans une disposition d'esprit assez ouverte, contrairement aux accusations qui ont plu sur nous
à une certaine époque, on n'était pas avec des œillères, on avait sans doute beaucoup moins d'œillères que les générations précédentes, et notamment, c'est quand même plus ou moins des gens qui ont aujourd'hui, je dirais, entre 60 et 75 ans, qui ont, par exemple, créé la rupture par rapport au formalisme, donc à la vision d'une histoire de l'art linéaire et d'enchaînement comme ça, de progrès formel, de génération en génération. C'est vraiment cette génération qui a mis à distance cette conception-là de l'art. Et en fait, c'est aussi cette génération, j'avais noté, Jean-Hubert Martin, qui a fait Les Magiciens de la Terre, en 89, c'est aussi un peu la même génération, il doit être à peine plus vieux que moi. C'est ma génération qui a participé, par exemple, à la relecture de Picabia. Quand moi j'ai commencé, je me souviens, à publier, à écrire, et que je me documentais sur Picabia, parce que j'avais déjà un peu le goût de Picabia. J'étais suffisamment perverse pour m'intéresser finalement plus à Picabia qu'à Marcel Duchamp, finalement. Bon, bien sûr, tout ce que je trouvais comme littérature sur Picabia s'arrêtait à l'époque dadaïste, et tout ce qui était postérieur à cette période était vraiment conspué dans certains cas. Et j'ai tout à fait le souvenir de l'époque déjà assez lointaine où dans Art Press nous avons accueilli les travaux de jeunes historiennes, c'était des filles d'ailleurs, c'était assez drôle, c'était des filles qui s'intéressaient au pin-up de Picabia et à cette peinture qui s'inspirait beaucoup des affiches de films ou des illustrations de magazines de charme, comme on disait à l'époque, etc. C'est aussi, par exemple, je pensais à ça parce que j'en feuilletais donc aussi ce numéro. Vous avez fait une exposition, une des toutes premières expositions, je crois, du MIAMS, était consacrée à Elvis Presley et à toute l'iconographie comme ça autour de la personne d'Elvis Presley. Et je me suis souvenu que finalement, c'était, je crois, à la fin des années 70, le CAPC a fait une exposition sur Johnny Hallyday. Donc là aussi, c'était intéressant à signaler parce que Jean-Louis Froment, qui est créateur du CAPC, qui le dirigeait à l'époque, était quelqu'un qui était à la fois capable d'exposer Frank Stella, par exemple, ou Mario Merz, et qui en même temps faisait une exposition. Donc, il avait aussi exposé, d'ailleurs je me souviens, et c'est pas sans rapport avec notre sujet, il avait fait une exposition des papiers peints d'Andy Warhol. Voilà. Donc aussi, là aussi, il y avait quelque chose un peu annonciateur finalement de l'intérêt qu'on porte aux arts modestes aujourd'hui. Et puis, je pense aussi bien sûr à des artistes, bon, mais ça apparaît justement dans le texte de Denis ou dans les expositions que vous avez organisées au MIAM, mais il y a aussi des artistes qui nous ont fait prendre conscience du cycle, et c'est intéressant de penser que c'est un cycle, du cycle dans lequel s'inscrit, disons, les formes, les objets issus de ce que nous appelons aujourd'hui les arts modestes, et puis l'art contemporain. Quand on pense à ce qu'a fait Bertrand Lavier, par exemple, avec sa déclinaison des images de Walt Disney, des Mickey, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des images, donc des aventures de Mickey, où les dessinateurs avaient représenté, disons, des choses qui ressemblaient à harpe. Ils s'étaient donc inspirés de l'art moderne pour faire ces bandes dessinées. Il y avait du faux harpe, il y avait du faux art géométrique, etc. Et en quelque sorte, Bertrand Lavier se réappropriait ce que ces dessinateurs avaient déjà tiré de l'histoire de l'art pour le remettre en circulation dans l'art contemporain. Et puis il y a un autre exemple aussi, et j'y ai pensé parce que il me semble que quand même ton séjour au Mexique a sans doute joué un rôle dans ta conception, la façon dont tu as pu élaborer cette notion des arts modestes, parce que c'est vrai que la présence des arts populaires
au Mexique est extrêmement forte, comme ça, on le sent d'une manière très très forte. Et il y a, moi j'ai le souvenir, la première fois que je suis allée à Mexico, j'avais visité l'atelier de Francis Alice et j'avais été très très frappée par les peintures à la fois qu'il réalisait et faisait réaliser à l'époque, c'est-à-dire qu'il faisait des tableaux, qu'il confiait ensuite à des peintres à des rotulistes. Oui. C'est des peintres à lettres qu'on peut voir. D'ailleurs, il y a une pièce que j'ai faite avec eux et j'ai vu les peintures de Francis Alice dans les ateliers, mais pas de chez lui, dans les ateliers de rotulistes. Voilà, c'est les peintres d'enseigne. Alors, voilà, c'est les peintres d'enseigne qui copiaient ce qu'il leur proposait et lui-même, après, récupérait ces tableaux et en faisait sa propre interprétation. Donc, en fait, ces deux exemples de Bertrand Lavier et de Francis Alice montrent bien, en fait, que les objets circulent. Les formes circulent, quoi. Ça passe de, entre guillemets, les arts modestes à l'art contemporain, entre guillemets, ça retourne aux arts modestes, ça revient peut-être à l'art. Un autre exemple aussi qui me vient en tête, c'est, je parlais de ma première visite à Mexico. Je me souviens des tout premiers voyages que j'ai fait à New York. J'avais été très très frappée de voir dans une vitrine d'une mercerie des canevas. Donc ces broderies là, je ne sais pas si ça existe toujours, et des canevas qui étaient avec la sérigraphie des fleurs de Andy Warhol par exemple. Donc là aussi ça montrait bien cette circulation. Bon, alors j'évoquais tout à l'heure le fait que nous avions été peut-être pas directement les acteurs, mais en tout cas les témoins comme ça de ces avant-gardes très radicales qui s'étaient succédées jusque, disons, le début des années 70. Et donc la dernière d'entre elles, c'était quand même l'art conceptuel. Et qu'est-ce que c'était l'art conceptuel? Je crois que l'art conceptuel, c'est peut-être un peu, ça apparaît paradoxal peut-être de dire ça comme ça, mais je crois que là aussi, l'intérêt que j'ai pu avoir pour l'art conceptuel a préparé en quelque sorte, là, peut-être pas mon regard, mais mon esprit à accueillir des propositions comme celle des arts modestes. Pourquoi? Parce que l'art conceptuel, alors justement, dans son acception stricte, c'était le questionnement de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Les œuvres de Art and Language, c'était ça. C'était en permanence chercher à redéfinir, mais sans jamais être satisfait d'une seule définition, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Jusqu'où on peut dire que, par exemple, une pièce vide où ne fonctionne que l'air conditionné, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce qu'il y a exposition alors qu'il n'y a que en fonctionnement l'air conditionné, etc. Donc c'était un questionnement permanent, finalement l'expression d'un doute perpétuel sur ce qu'était la nature de l'art. Et donc, relisant notre cahier tout à l'heure, je crois que je suis tombée, c'est dans l'interview que Claire Marga a faite de toi, Hervé, où tu dis les arts modestes sont un pavé dans la mare, donc on se pose des questions, ce n'est pas quelque chose de défini. Et en fait, c'est ça pour moi, c'est que finalement, quelle est la logique de mes premiers engagements avec l'art conceptuel au début des années 70 et l'intérêt que je porte aujourd'hui au travail que fait Hervé, Bernard, le musée du Miam, c'est que en fait naissent de ces pratiques-là une interrogation incessante sur le statut de l'art. On n'est jamais sûr de ce que c'est. Et finalement, alors ce qui exprime très très bien les cartes dessinées par Hervé, qui je trouve sont des choses magnifiques. Moi je trouve que vraiment c'est des œuvres d'art, vraiment, alors là, pas modestes je trouve, parce que c'est des objets magnifiques, c'est des images très 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 belles, et qui expriment, je crois, très très bien cette mouvance en permanence de la notion d'art, très très loin de la notion figée qu'avait imposée justement la modernité, en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je voulais aussi peut-être dire, alors pour aller chercher encore plus en amont, je me dis que finalement, même dans la grande histoire de l'art, on peut trouver
des éléments qui nous font comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces